Mais notre point de vue, c'est que on nous a vendu de l'illusion. De l'illusion parce qu'on a dit que cette constitution sera une constitution extraordinaire, sera une constitution qui va mettre les bases du développement et de l'indépendance de la République centrafricaine. Mais quand le document est sorti, c'est plutôt de la désolation. De la désolation parce que nous n'avons jamais vu un document aussi médiocre, aussi mal fait, aussi bâclé, aussi chrysogène que ce projet de nouvelle constitution de la République centrafricaine. C'est vraiment triste et pathétique ce que nos compatriotes ont proposé. Et qu'est-ce que vous reprochez réellement à ce document? Nous reprochons beaucoup de choses, mais essentiellement le fait que ce document n'a que deux objectifs en réalité. Lever le verrou de la limitation de mandat pour permettre à Touadéra de s'éterniser au pouvoir. Et le deuxième objectif, c'est de concentrer tous les pouvoirs de l'État entre les mains du président de la République. Le pays deviendra alors un royaume, c'est une dictature sombre qu'ils veulent instaurer. Parce que tout ce qu'ils reprochent, ou tout ce qu'ils reprochaient, parce qu'il y a le projet de la nouvelle constitution qui est là, à la constitution du 30 mars 2016, c'est de l'illusion. C'est ce qu'on dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Parce qu'ils ont dit que la constitution du 30 mars 2016 bloque le développement du pays, empêche le chef de l'État de gouverner. Mais ils n'ont jamais répondu à cette question. Quand on leur demande, mais ressortez-nous les clauses de la Constitution qui bloquent le développement du pays. Nous, on pensait que avec la nouvelle Constitution, ils allaient dire, voilà, cette clause disait ça, maintenant on l'a améliorée, Parce que si on leur demande aujourd'hui, quelles sont les nouvelles clauses que vous avez apportées qui vont booster le développement de la République centrafricaine, il n'y en a pas. La seule clause, il y a deux clauses qui les empêchaient justement d'atteindre leur objectif. C'est l'article 35 de l'ancienne Constitution qui fixe la durée et le nombre du mandat du président de la République, 5 ans, renouvelable une fois, et qui stipule que le chef de l'État ne peut en aucun cas modifier le nombre et la durée de son mandat. Et le deuxième problème, et le plus important, c'est le verrou qui est dans l'article 153 de la Constitution du 30 mars 2016, qui stipule que sont expressément exclus de la révision la forme républicaine et laïque du pays, les incompatibilités aux fonctions du président de la République, les libertés fondamentales du peuple, le nombre et la durée du mandat du président de la République, ainsi que le contenu du présent article. Ils ont fait venir des grands constitutionnalistes pour leur proposer comment contourner. Les constitutionnalistes là leur ont dit que cet article-là est incontournable. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'était un piège que nous, les activistes de la société civile, on peut en être fiers parce que c'était une proposition de notre équipe et on a débattu pendant des heures, même des jours, pour maintenir cet article-là. Alors, quelle approche faites-vous entre ces deux textes? Les deux textes, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Il n'y a rien à voir. D'abord, sur le plan de la procédure, sur le plan de la qualité, sur le plan du contenu de la procédure. On sait qu'il y a une procédure pour rédiger une constitution. Parce que la constitution, ce n'est pas le règlement intérieur d'une association, d'un parti. Il y a des gens qui disent déjà que cette constitution, c'est plutôt le règlement intérieur du MCU. Ils ont tout à fait raison. Et la manière avec laquelle ils l'ont fait, ils se sont cooptés entre eux et ils vont de faute en faute. Tu as vu que le chef de l'État l'a remis au directeur national de campagne
Mais le directeur national de campagne de MCU, il est quoi dans la République? C'est une institution. Donc vous voulez dire que le chef de l'État ne devait pas posséder de la sorte? Mais pas du tout, pas du tout. Parce que la bonne procédure, c'est quoi? Une constitution, d'abord, il y a une institution qui est habilitée à rédiger une constitution. C'est l'Assemblée nationale. C'est les élus du peuple. Ce n'est pas n'importe qui se lève pour rédiger une constitution. Ce n'est pas une équipe qu'on constitue comme ça à la volée. Et aux élus, on ajoute des experts en la matière. C'est cette procédure-là qui a été suivie pour l'élaboration de la Constitution du 30 mars 2016. Et on suce de cela. Quand les gens racontent que c'est le peuple qui a demandé la révision de la Constitution, c'est archi faux. Ce n'est pas le peuple. Ils ont trouvé le peuple où? Le peuple, c'est 2000, 3000 personnes qu'on réunit au point zéro parce qu'on leur a remis 2000 francs, 1000 francs, 500 francs. Ce n'est pas ça le peuple. Or, pour rédiger la Constitution du 30 mars, on a organisé les consultations populaires à la base. Les équipes sont parties partout dans le pays pour recueillir l'avis des gens. Quelles sont leurs préoccupations? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans cette Constitution? On a tenu compte de tout ça. Et je veux vous dire que le verrou qui se trouve à l'article 153 est une émanation du peuple. C'est le souhait de beaucoup de Centrafricains pour dire qu'on ne veut pas que quelqu'un s'éternise au pouvoir, que les gens fassent 2 mandats, ils s'en aillent. Et c'est ça que la société civile s'est fondée sur ça. Et il y a l'un de nous qui était inspiré, qui a formulé le contenu de cet article. Et voilà. Et ça a été fait. La commission élargie de Conseil national de transition, c'est la commission loi élargie à d'autres conseillers nationaux qui en ont l'expertise. Et on a ajouté à eux des experts. Et le travail a été fait. Une fois fait, on a procédé à ce qu'on appelle la validation. On a mis en place un atelier national de validation qui a duré 3 jours. Toutes les forces vives de la nation étaient là. Les gens ont apporté leur avis. Et voilà, le document était adopté. Donc tout le monde s'est approprié le document. Et ça, on peut appeler ça un document voulu par le peuple, une constitution voulue par le peuple, élaborée par le peuple. Mais justement, M. Lakosso, dans la Constitution de 2013, on peut aussi souligner qu'il y a des dispositions qui sont plus d'actualité aujourd'hui. Non. Et ça, est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Ça, ce sont des choses qui sont systématiques. Quand on dit que le Conseil national de transition reste en place jusqu'à prise de fonction de l'Assemblée, patati, patati, patata. Mais ça, ce n'est pas... Ça, c'est les dispositions finales. Ce n'est même pas ça le contenu de la Constitution. Automatiquement, on sait que c'est l'Assemblée qui a pris place, c'est le président de la République qui a pris place, c'est le Premier ministre nommé qui a pris place. Et puis, ça ne pose aucun problème. C'est systématique. On n'a pas besoin de modifier la Constitution pour ça. On n'a pas besoin de modifier la Constitution pour ça. Et si on voulait, si ce n'était que ça, ça devait être une révision, juste pour réviser que cette partie. Et la Constitution du 30 mars, tellement bien rédigée, a prévu les modes de sa révision. Toute cette Constitution est révisable, sauf l'article 153. Mais où est le problème? Pourquoi aller rédiger une nouvelle constitution? Mais c'est parce que ce qu'on visait, c'est ce qui se trouve à l'article 153. Et pour le faire, il fallait sortir ce gros mensonge que tout le document n'est pas bon, empêche le développement du pays. Et voilà, parce que vous savez, ce qui est arrivé à nos frères, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. On ne peut pas se mentir à soi-même. Vous pouvez mentir à quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas mentir à vous-même. C'est qu'ils nous ont menti que le document est mauvais, ils vont faire quelque chose de mieux. Mais en rédigeant ce quelque chose-là, ils ne pouvaient pas mentir jusqu'à un certain niveau, ils se sont rattrapés. Qu'est-ce qu'on a changé?
Qu'est-ce qu'on a changé? Quelles sont les nouveautés qu'on a apportées? Il n'y en a pas. Sauf l'article 67 qui remplace l'article 35 de l'ancienne Constitution qui dit que la durée le mandat de président de la République est de 7 ans renouvelable. 7 ans renouvelable, ça veut dire renouvelable X fois. Il y a aussi l'article 10 Oui, je veux en venir. Et cet article, plutôt, introduit un problème dans la nation. Comment? Parce que il y a, d'abord, c'est pour ça que je vous dis que ce document pose un problème d'intelligence et de compétence. Parce que les rédacteurs de ce document n'ont pas pris connaissance des autres textes qui existent déjà. Des problèmes qui sont déjà résolus et réglés par des textes. Le problème de nationalité centrafricaine ne se pose pas dans le pays, à partir du moment où il y a le code de nationalité qui fixe déjà les conditions de comment faire pour être centrafricain. C'est déjà clair, ce n'est pas un problème dans le pays. Ils ont introduit, malheureusement, ils ont amené un problème en disant que est centrafricain, toute personne, centrafricain d'origine, toute personne qui est de père et de mère centrafricain. D'origine. D'origine eux-mêmes aussi. Cela pose problème. Non, cela veut dire la question qu'il faut poser aujourd'hui, qui est centrafricain d'origine? Qui est centrafricain d'origine? Cela va poser... Et comment les reconnaître? Qui est centrafricain d'origine et comment les reconnaître? Et je vous dis que si ce texte passait, ça va poser de problème à beaucoup de centrafricains, y compris le commanditaire de cette constitution. Personne leur a dit d'aller dire que pour être centrafricain, il faut être de père et de mère d'origine centrafricaine. Donc maintenant, chaque centrafricain doit faire cet exercice. Dire qui est ton père, où se trouve son village, qui est même ton grand-père, et ainsi de suite. Et on va voir qui est centrafricain. Donc vous voulez dire que c'est une disposition qui est en train d'amener le problème dans le pays? C'est pas en train, ça a déjà amené le problème. Et gratuitement, parce que le pays n'en avait pas besoin. Le pays n'en avait pas besoin. Parce que nos frères ont crié sur tous les toits qu'ils vont améliorer. Ils n'ont pas amélioré. Ils ont compliqué des choses qui étaient déjà bien disposées avant. Et ils l'ont fait à dessein. Parce qu'ils voulaient faire du mal à d'autres personnes, mais ça s'est retourné contre eux. Parce que, et c'est là où ça démontre, excusez-moi le terme, si ça paraît comme de l'insulte, je m'excuse, c'est là où ça démontre leur idiotie. Ça démontre leur idiotie. Parce que en mettant ces dispositions, pour eux, c'était pour écarter les opposants politiques qui ont la double nationalité. Or, ce n'est pas la question de double nationalité qui est posée ici. Quand on dit centrafricain d'origine, mais la plupart de ces opposants qui ont la double nationalité, eux, ils sont centrafricains d'origine. On connaît leur père, leur grand-père, que ce soit de côté paternel ou maternel. Et selon leur texte, si vous avez double nationalité, il faut renoncer à l'autre nationalité. Mais eux, ils peuvent tout simplement renoncer à l'autre nationalité et leur problème est réglé. Or, il y a certains qui ont un problème parce qu'il faut qu'ils démontrent que leur père est centrafricain. Et c'est difficile. C'est difficile pour eux. Et ce mensonge-là ne peut pas passer parce que tout le monde sait déjà. Vous voyez, c'est là où je dis qu'un problème qui n'existe pas, on est allé le chercher là-bas pour l'amener dans la République. Alors que le code de nationalité était simple. Pour être centrafricain, il faut être de père ou de mère centrafricain. Ou il faut être né sur le territoire centrafricain. C'est simple. Un pays vide d'hommes comme la République centrafricaine, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on a à vouloir exclure X ou Y? On a plutôt au contraire besoin des gens. Et le code de nationalité circoncis clairement. Les procédures sont là, sont rigoureuses. Même pour attribuer la nationalité centrafricaine, les procédures sont transparentes, sont rigoureuses. On en a besoin. Et les États-Unis sont la première puissance du monde aujourd'hui. Qui est américain d'origine? Parlons des États-Unis. Alors, certaines personnes vous diront que est-ce que nous sommes obligés de faire comme tout le monde? Mais nous sommes sur la terre, il faut copier
les bons exemples. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien et que ça marche, tu n'es pas obligé de copier exactement, mais tu peux t'en inspirer pour bien faire chez toi. Les pays qui ont essayé d'introduire ces histoires-là, c'est surtout des pays africains, mais ça a plutôt créé des crises dans leur pays. Et c'est ça, ces exemples que nous voulons copier les mauvais exemples qui amènent la crise. C'est comme ces compatriotes qui défendent que non, dans tous les pays autour de nous, les chefs d'État ont fait plus de 3 mandats, plus de 4 mandats, pourquoi chez nous on veut limiter? Est-ce que c'est un bon exemple à suivre? Aujourd'hui, si vous citez les pays africains les plus prospères, ce sont tous les pays dans lesquels la démocratie est assise. C'est les pays où les chefs d'État ne font pas 3 mandats. Le Nigeria, qui est la première puissance économique d'Afrique, ça fait des décennies que c'est instauré, c'est devenu naturel au Nigeria. L'Afrique du Sud, qui est la seconde puissance africaine, c'est devenu naturel. Là-bas, vous prenez le pays comme le Ghana, qui est un exemple sur tous les points. C'est naturel. Voilà. Et ces pays que les gens citent, ce ne sont pas des exemples de développement. Ce ne sont pas des exemples de développement. Voilà les pays que j'ai cités, qui sont des exemples de développement. C'est là qu'il faut aller s'inspirer. C'est là qu'il faut copier les bonnes choses. Et je disais que l'un des problèmes de cette nouvelle constitution, c'est de concentrer tous les pouvoirs entre les mains du chef de l'État. Parce qu'il faut expliquer pour que certains compatriotes comprennent. Quand on introduit dans ce document le poste de vice-président, et un vice-président dont on ne connaît pas les prérogatives, mais qui est plutôt nommé par le chef de l'État. Il est nommé par le chef de l'État, mais curieusement, c'est lui qui devient la deuxième personnalité du pays et le dauphin constitutionnel du chef de l'État, c'est-à-dire en cas d'empêchement définitif du chef de l'État, c'est lui qui le remplace. Or, mais ça sort d'où? C'est de la pure dictature. C'est-à-dire non seulement je m'éternise au pouvoir, mais c'est moi qui désigne la personne qui doit me remplacer. Ça veut dire qu'on ignore le peuple. Alors que quel est le principe de la démocratie? C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est le peuple qui a élu le président de la République. C'est ce même peuple qui a élu le président de l'Assemblée nationale, qui a même un double suffrage, parce qu'il est élu par le peuple, il est élu par ses pairs pour être président de l'Assemblée nationale. Il détient une parcelle du pouvoir du peuple. C'est à ce titre qu'il est la deuxième personnalité du pays et que c'est lui qui doit remplacer le président de la République en cas d'empêchement. Alors, comment peut-on expliquer l'arrivée de ça? Et j'ai suivi Mwandika sur les réseaux sociaux donner des explications mensongères et qui n'ont aucun sens. Et il a dit que c'est une pratique qui existe depuis en République centrafricaine parce que les députés ont des suppléants, et les députés des suppléants, les suppléants des députés qui ne sont pas élus. Si le député est empêché, c'est le suppléant qui le remplace. C'est pour cela qu'on a introduit ça. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. C'est un immense mensonge. Les suppléants des députés sont élus. Ils sont élus au même titre que le député parce qu'ils sont colistiers avec le député. Ils battent campagne. En mettant le député dans l'urne, vous mettez le député et son suppléant. Dans les autres constitutions, je crois que dans les autres pays, dans les autres parlements, ici chez nous, je crois que c'est une question peut-être de moyens financiers. Dans les autres parlements, les suppléants ont des sièges, ont des bureaux au Parlement. Ils travaillent. Même quand le député a un empêchement temporaire, le suppléant le remplace, va siéger à sa place. Et ils sont payés, ils émargent sur le budget du Parlement. Contrairement à ici, c'est les députés qui les entretiennent. Mais ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas un vice-président comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ou comme au Kenya, ici chez nous,
Le président et le vice-président sont colistiers. Ils battent battent campagne en ensemble. même temps. Et quand vous allez voter, vous prenez, c'est le président et son vice-président. Vous les votez donc, le vice-président a un mandat du peuple. Il a un suffrage. Il est élu en même temps que le même nombre de voix que le président. Lui aussi, il a eu ça. C'est là où on parle d'une volonté de dictature. Parce que les principes qui sont établis, qui sont là, qui fonctionnent bien, qui ne posent... Est-ce que le fait que c'est le président de l'Assemblée qui remplace le président en cas d'empêchement, ça a posé un problème dans ce pays? Ça n'a jamais posé de problème, ni ici, ni ailleurs. Pourquoi on veut changer ça? Pourquoi on veut changer les choses qui marchent bien par des choses qui sont mauvaises? On va réduire la Cour constitutionnelle en un Conseil constitutionnel. Et sur les 9 membres, le système en place va en nommer 6. Parce que le président va nommer 3, le président de l'Assemblée nationale va en nommer 3. Et non seulement ça, il y a encore une aberration, excusez-moi le terme, je n'ai pas trouvé un autre terme beaucoup plus approprié que l'aberration. Une aberration en disant que les anciens présidents sont d'office membres du Conseil constitutionnel. Oh, mais ça fait honte un peu. Ça fait honte. Parce qu'on l'appelle Conseil ou Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Les anciens chefs d'État n'ont rien à foutre là-dedans. Absolument rien. Parce que prenons le président Touadéra, qui est mathématicien. S'il finit son mandat et qu'il doit se retrouver dans le Conseil constitutionnel, quel sera son apport? Quelle sera la pertinence de son apport? La Cour constitutionnelle, ce n'est pas un endroit pour tout le monde. La Cour constitutionnelle, c'est un domaine de droit. Même les personnalités que les chefs d'État, le président du Parlement doivent nommer, il y a les critères. C'est des juristes qui doivent nommer, ce n'est pas tout le monde. Et ils ont confondu au Conseil d'État, qui est une juridiction administrative. C'est une juridiction administrative. Dans beaucoup de constitutions, les anciens premiers ministres et les anciens présidents de la République sont d'office membres. Du Conseil d'État. Du Conseil d'État. Mais pas du Conseil constitutionnel. Non, mais parce qu'ils ont l'expérience de l'État. De la chose publique. De la chose publique, ils ont servi l'État et ils rentrent dans disons, la réserve des hommes d'État. C'est normal qu'ils soient au Conseil d'État et leur avis là-bas pèse parce qu'ils ont l'expérience des questions qui vont être traitées là-bas. Ce n'est pas à confondre avec la Cour ou le Conseil constitutionnel. Alors, M. Gervais Lacosso, puisque le texte est actuellement à la portée des Centrafricains et d'ici peu, on va appeler tout le monde pour aller aux élections, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Nous l'avons dit dans notre déclaration du 12 juillet de GTC, nous avons recommandé au chef de l'État d'annuler purement et simplement ce référendum. Il faut qu'il se fasse violence. C'est l'occasion pour le président Touadéra de démontrer qu'il est soit un homme d'État ou un simple homme politique. S'il est un homme d'État, c'est vrai ce qu'on lui demande, je le reconnais, que c'est très difficile à un chef d'État de faire tout ça et de faire marche arrière. Mais je vous assure que ce serait très honorable pour lui. Honneur à celui qui reconnaît son tort et qui s'engage à corriger. Parce que cette nouvelle constitution ne rentre pas dans les besoins de la République centrafricaine, dans les préoccupations du peuple centrafricain. On n'en a pas besoin. Le peuple centrafricain n'est pas ce peuple artificiel qu'on a créé. Non. Le vrai peuple centrafricain, quand vous voyagez dans l'arrière-pays, vous les rencontrez, c'est des gens qui ont des difficultés d'aller au champ, c'est des gens qui ont des difficultés de trouver les moyens de leur subsistance. Ils n'ont pas besoin d'une constitution pour régler ça. La constitution du 30 mars est déjà suffisamment bien rédigée. Et en termes de qualité, cette nouvelle constitution ne vaut rien auprès de la constitution du 30 mars. Alors, il faudrait que le président réfléchisse et
qu'il se rend compte qu'il avait voulu faire quelque chose, ça s'est mal passé, qu'il laisse. Et ça, c'est quand il pense, quand il raisonne comme un homme d'État, quand c'est l'intérêt supérieur de la nation qu'il met en avant. Mais s'il persiste à se comporter comme un homme politique, comme le chef du MCU, eh bien, il va continuer sa campagne. Le résultat est déjà là. Même quand j'ai écouté le discours du président au lancement de la campagne, j'étais triste. Parce que je m'attendais à ce que le président vienne nous exposer toutes les innovations qu'il y a dans la nouvelle constitution. Ce ne fut pas le cas. Et c'est juste contenté à fustiger le discours de Chiang Kai qui disait que la République centrafricaine n'est pas son champ de Caraco. Mais ce n'est pas de ça dont on a besoin. Et quand vous les écoutez, tous les représentants de MCU qui vont en campagne, ils ne disent rien sur la nouvelle constitution. Ils demandent aux gens seulement d'aller voter oui. Mais c'est prendre vraiment le peuple centrafricain. Pourquoi? C'est manquer de respect pour le peuple centrafricain. C'est vrai que le taux d'analphabétisme est élevé dans le pays, mais analphabète n'est pas bête. Analphabète n'est pas bête. Si on explique cette constitution aux gens, les gens ne vont pas voter. Merci à vous, Gervais Lacosso. Merci.